Ceci est une démo pour l'emploi du filtrage de VNR. Donc, avant d'entamer l'explication des lignes de programme, je vais rappeler brièvement ce qu'on avait vu en cours. Donc, en fait, le filtrage de VNR vous permet donc de retrouver un signal YN auquel vous n'avez pas accès directement. Ce signal N, vous n'y avez pas accès. Et en fait, ce que vous avez, c'est que vous avez une observation qui lui est liée. On sait que ce XN, donc, c'est forcément mon signal YN plus quelque chose. Ça peut être du bruit blanc, ça peut être une version décalée de YN. Et moi, ce que je veux pouvoir, donc c'est ça, c'est mon inconnu, je veux un filtre qui va me permettre d'estimer. On parle d'estimation à ce moment-là. Pourquoi? Parce que vous avez essayé de vous approcher de la valeur réelle. Et pourquoi on parle d'estimation? C'est surtout que parce que votre signal YN est un signal aléatoire qu'on suppose stationnaire au sens large. Dès que vous parlez de signal aléatoire, vous parlez automatiquement d'estimation. Donc, je veux l'estimer. Quand on l'estime, on écrit chapeau, on met ça. Et qu'est-ce que je veux? Je voudrais une estimée qui lui soit le plus proche. Donc, je voudrais que la différence entre la valeur estimée et la valeur réelle soit la plus petite possible. Ça, si le signal est aléatoire, son estimé, donc ici, vous avez quelque chose d'aléatoire, vous convoluez avec quelque chose qui est déterministe, vous trouvez quelque chose d'aléatoire. Donc, je veux que cette différence soit la plus petite possible. Pour cette différence, donc, comme c'est aléatoire, je vais écrire E. Et qu'importe que ce soit en positif ou en négatif, j'écrirai au carré. Je voudrais que cette erreur soit la plus petite possible. On la symbolise comme ça, epsilon. Donc, c'est une erreur parce que c'est entre la valeur vraie, estimée et la valeur vraie. Donc, E de n ici, c'est YN, estimé moins la vraie valeur. Moi, le vrai signal, le signal estimé, mais le vrai signal. On voudrait que ce soit le plus petit possible, mais la valeur au carré. Donc ça, c'est mon erreur au carré. Et comme c'est aléatoire, il faudra écrire E. Donc, je veux que l'espérance soit la plus petite possible. Donc, en fait, ce filtrage-là, quand est-ce qu'aussi il est utilisé? Quand est-ce qu'il est, comment dire, son utilité principale vient du fait que, souvent, en fait, ce que vous avez rajouté ici, ça peut être une version décalée de ce signal, ça peut être du bruit, et qui occupe la même fréquence qu'il y a là, occupe la même fréquence que votre signal. C'est-à-dire, si votre signal original occupe une certaine plage de fréquence, alors, le signal qui a été le bruit qui s'est rajouté ou la version décalée du signal occupe également la même plage de fréquence. Et du coup, vous ne pouvez pas filtrer, vous ne pouvez pas dire je vais enlever toute cette partie parce que vous allez enlever le signal utile également. Donc voilà où est-ce qu'on va retrouver comment on dit, euh, le recours au filtre de VNR. L'exemple qu'on va voir tout à l'heure, c'est à travers un ECG. J'ai un ECG, j'ai mesuré, je veux avoir accès à l'ECG d'un fœtus, et donc je place des électrodes sur le ventre de la mère, mais forcément, j'ai placé des électrodes. Mais en fait, ce que je vais mesurer, c'est donc l'ECG. Donc, c'est mon YN, c'est l'ECG du fœtus, donc c'est ça que je vais appeler YN, mais va lui être rajouté l'ECG de la maman, et puis du bruit lié il y a toujours un bruit de mesure lié aux électrodes que vous avez placées. Donc, ici, vous avez ce qu'on appelle, donc, on parle d'une observation et on essaye, nous, à partir d'une observation, parce qu'on a accès qu'à l'observation. Donc là, vous avez un cas typique, vous n'allez pas placer une sonde qui ne va pas faire un trou sur le ventre pour pouvoir placer une sonde sur le corps du bébé. C'est-à-dire, cette variable, elle existe, elle est bien là, sauf que je n'y ai pas accès directement. J'ai une mesure qui lui est liée. Donc, forcément, XL s'écrit en fonction de YL, la variable que le signal aléatoire que vous cherchez à estimer. Encore une fois, je parle d'estimation parce que c'est un signal aléatoire. Voilà le bref rappel de cours. Alors, normalement, quand on avait essayé de minimiser l'erreur, ça veut dire qu'il faudrait calculer une dérivée, l'annuler. Quand on annule une dérivée, ça vous donne soit un maxima, soit un minima. Et on avait abouti à ces équations en cours. Bien. Donc, on avait juste dérivé donc, les BI on avait dérivé plutôt l'erreur par rapport au BI, on avait trouvé ceci. Maintenant, ça s'appelle les équations de Wiener-Hopf. Je vais les écrire ici. On a obtenu les équations de Wiener-Hopf.
Et n'oubliez pas que notre inconnu, c'est notre filtre. Nous, on cherche B0, B1, Bn-1. Donc, je suis supposée avoir accès à ça. Ça, c'est normal, c'est mon observation. Je l'ai. Par contre, ça, c'est un peu plus compliqué à voir. Parce que ça, c'est l'autocorrélation entre votre signal que vous cherchez, que vous n'avez pas, et votre observation. Alors, dans l'exemple qu'on va utiliser en TP, en fait, on va faire une hypothèse, c'est que ce bruit-là est décorrélé, le bruit qui s'est rajouté est décorrélé par rapport au signal que je cherche. Donc là, je vais voir directement le prochain exemple. Et c'est ce qu'on va faire en TP. Alors, on pose l'hypothèse. Donc, voilà, dites-vous que ça, c'est le CG que vous voulez estimer. Ça, c'est l'observation. Et ça, c'est le bruit. Ce bruit-là, ce serait donc le CG de la mer, plus un bruit dû au, au mouvement des électrons, qui fait que, donc, il y a un bruit qui va être mesuré par les électrodes. Ici, donc, rappelez-vous que nous n'avons que ça. Donc, on va faire des hypothèses. Je suppose que le bruit additif, c'est-à-dire que le CG de la maman plus le bruit, n'a rien à voir et décorrélé. Alors, quand on dit décorrélé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dépendance linéaire. On suppose que ce bruit est décorrélé du signal utile, c'est-à-dire de ce que je suis en train de chercher. Toujours, ça, c'est ce que vous êtes en train de chercher, et ça, c'est l'observation. Alors, si je pose ces hypothèses qui ne sont pas très restrictives, qu'est-ce qui va se passer? Rxk, que j'écris, donc je vais écrire ici, on sait que Rxk, c'est E de Xn fois Xn moins K. Du coup, je peux l'écrire, je suis en train de développer ça parce que, en fait, je vais utiliser le résultat de ces calculs directement sous la forme de TP. Je vais le faire tout de suite. Ça, je peux écrire comme étant Yn, je remplace, plus B de N, plus à la fois donc xn moins k, donc ce sera y de n moins k, plus b de n moins k. Alors, en faisant la distribution, donc ça fois ça, ça va vous donner ryk. Donc ça avec ça. Ça avec ça, ça va me donner rbb de k. Et on fait l'hypothèse que ce bruit, ce qui s'est rajouté, est non corrélé, c'est-à-dire décorrélé du signal. Or, on a dit que lorsque deux signaux sont décorrélés, E de AB, c'est produit des moyennes. Or, si vous supposez que l'un de ces deux signaux est centré, c'est-à-dire si le bruit est centré ou le signal que je souhaitais estimer est centré, donc je vais avoir ici, donc ici E de B fois Y, ce sera mu de B fois mu de Y. Pareil ici pour celui-ci, Y avec B, et donc pour ces deux-là, donc je vais avoir mu de B fois mu de Y, plus mu de Y fois mu de B. Donc, si je suppose que le bruit est centré, donc ça sera 0, ça, ce sera 0, il va me rester cette quantité. Pourquoi je suis en train de le faire? C'est pour simplifier mes équations. Je vous ai dit que ça, c'était difficile de l'avoir. Du moment où vous supposez que vous n'avez que le CG final, vous n'avez pas le CG du fœtus, vous n'avez pas Y. Vous cherchez à estimer Y. Or, pour pouvoir calculer E de YX, il faudrait disposer de Y. Je ne l'ai pas. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on fait? On écrit Rx de K comme ça nous donne ceci. Et quand on va écrire RYX de K, donc ça va me donner E de YN fois XK. Et c'est quoi XK? Je remplace juste N. Là où c'est écrit N, je vais remplacer par N plus K. N moins K, pardon. Donc, ça me fait Y de N moins K. Donc, je suis en train de calculer E de Y XK. Donc, je vais l'écrire d'abord pour qu'on puisse le voir. Ça va me faire, donc c'est X. Ça, c'est la définition de l'intercorrélation. Après, je vais remplacer. Ça me fait E de YN fois X de N moins K. Donc, ce sera fois Y de N moins K plus donc YN fois BB de N moins K. E de ça c'est RYK. Et ça, on a dit, c'est un produit E de YN, ils sont décorrélés. Donc, ce sera mu de B fois mu de Y. Et comme j'ai pris un bruit centré, donc ça me donnera 0. Bien. Ça me permet de faire quoi? Si je regarde ces deux équations, donc j'ai trouvé que RYX, c'est RY de K.
et X de K, c'est la somme des deux. Ça me permet de dire donc que RYX, donc celui-là, je vais laisser tel qu'il est, RYX. Par contre, ça, à partir de RY de K, ça vaut RYY de K. Et ça, c'est ça moins ça. Donc, je peux remplacer cette quantité par R. C'est ce que vous aurez aussi à faire en TP, Rx de K moins RBB de K. Alors, faites attention à ça. Je vais revenir à cette diapositive plus tard. Donc, je reviens maintenant à mon TP. Je voudrais bien ne pas avoir à effacer, mais je crois que j'ai trop obligé. Donc, si je reviens maintenant au TP, peut-être que je peux ne pas l'effacer. Alors, regardez comment on a opéré. D'abord, j'avais deux fichiers où il y avait l'ECG du Futus et je l'appelais FECG et l'autre, je l'ai appelé MECG. Je les ai trouvés sur le net. C'est des fichiers que j'utilise depuis quelques années. Alors, en fait, c'était des fichiers point date. Sous MATLAB, je les ai transformés en fichiers texte. Donc, ici, qu'est-ce que j'ai fait? C'est des fichiers. Quand vous voulez ouvrir un fichier, je vais juste effacer cette partie. Moi, en fait, j'ai besoin que de ça. Regardez, je vais effacer le reste. Alors, je vais effacer juste ce qu'on a trouvé. Nous, on a trouvé que, je vais garder en fait la formule juste dont j'ai besoin. On a trouvé que RYX de K, tout le reste, j'en ai pas besoin. Je vais juste garder ce qu'on a trouvé maintenant. Ça aussi, j'enlève. Et ça, je vais garder parce que je vais l'utiliser un peu plus tard. Donc, regardez ici. On a trouvé que RYX de K, on a trouvé que ça valait RY de K, Y de K, et on avait trouvé donc que Rx de K, c'était RY de K plus RBB de K. Donc, après, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste mis ça. Donc, ça, c'est ça moins ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Donc, je reviens à mon programme. Donc, ici, en lit, j'ai d'abord généré des vecteurs vides. Et puis, j'ai ouvert ce fichier et je l'ai appelé asf, c'est-à-dire, c'est comme en MATLAB OC, c'est un pointeur sur fichier. Je lui ai dit pour IINF, donc pour chaque élément indiqué, pointé par le fichier, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lire la valeur, c'est parce que pour lui, c'est un fichier texte. Donc, tu vas lire la valeur qui est écrite, tu vas la transformer en float et tu vas l'annexer à ton vecteur. C'est-à-dire, au début, le vecteur, il ne contient rien du tout. FECG, il n'y a rien. Dès qu'il lit une valeur, il va la rajouter. Donc, j'aurai la première valeur qui est lue. Ensuite, il va faire for i, il va faire ça pour tous les éléments qu'il y a dans F. Donc, du coup, à l'intérieur de FECG, j'ai une liste des valeurs qui ont été mesurées, des valeurs mesurées. Je vais faire la même chose pour MECG pour que vous puissiez voir. Je vais exécuter ici. Et je vais mettre d'abord ça entre commentaires. Je vais mettre cette partie pour vous montrer en fait ce qu'il fait. Lui, quand vous faites un fichier texte, il crée ce qu'il appelle une liste. Donc, je vais faire exprès, je vais faire ça. Bien sûr, il va bugger. Alors, ça ne marchera pas. Mais je vais vous montrer ce qu'il y a dans FECG. Pour lui, c'est une liste. Et donc, c'est une liste. Il a des indices. Il vous dit que le type, c'est float. Il a des valeurs comme ça. Or, moi, je veux travailler avec un tableau. Donc, ça, c'est les valeurs. Mais tel que c'est écrit comme ça, c'est une liste et ça ne m'intéresse pas de travailler avec une liste, je veux travailler avec un tableau. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, n'oubliez pas ce qu'on vient de voir. FECG est une liste, MECG est une liste. Moi, j'ai fait ceci. Je lui ai dit, transforme-le en tableau. Donc, regardez quand je vais exécuter maintenant. Il me dit array of names, il y a 2560 valeurs. Et dans ECG, alors, et dans FECG, il y a également 2500 valeurs. Je vais le mettre ici. Voilà. J'ai mes différentes valeurs d'ECG que je vais pouvoir tracer. Donc, les premières instructions, ça a juste servi à lire votre fichier. Vous, quand vous allez travailler avec le fichier audio, on sait le faire. C'est juste, vous allez écrire directement, alors qu'on a l'habitude d'écrire wave, alors, il faut que je me rappelle. On a l'habitude d'écrire fx wave.ly. Donc, x, dans x, vous trouverez directement votre signal audio. Ce n'est pas le cas ici. Ici, donc, j'ai lu les deux ECG, celui de la mère, celui du fœtus. Ici, c'est des signaux qui sont simulés. Je veux savoir si, en supposant une observation, et à laquelle j'aurai le CG de la maman, le CG du fœtus et le bruit blanc, est-ce qu'il y a moyen de retrouver
l'ECG du fœtus. Donc, regardez ce qu'on a fait juste après. Donc, ça, c'est juste, il n'y a rien de spécial. Jusque-là, on a fait que lire les deux fichiers, on les a mis dans un tableau. Par la suite, j'ai déterminé la taille, parce que je voulais rajouter du bruit. Or, ce bruit-là, il doit avoir la même taille que votre signal. Donc, en faisant l'N MECG, j'ai récupéré la taille, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai récupéré dans l'N? J'ai récupéré cette valeur de 1560. Si je regarde dans N, où est-ce qu'il est N ici? Alors, on va regarder dans N. Ici, dans N, voilà, j'ai 2560. Pourquoi il me fallait N? Parce que je voulais sommer des signaux qui ont le même nombre d'éléments. Si vous voulez sommer le nombre, il faut que ce fichier-là, ce tableau-là ait la même taille que celui-là, Donc, une fois que j'ai déterminé N, j'ai généré un bruit blanc dans la variance C001. Alors, la variance C01, ça veut dire que l'écart type c'est 0,1 et que j'ai multiplié par np.random j'ai créé donc un bruit gaussien dans la variance est 0,01 et si vous remarquez, j'ai pas mis plus quelque chose. J'ai supposé que la moyenne, pour respecter ce que j'avais fait tout à l'heure, j'ai pas mis ici plus mu. C'est comme si j'avais pris donc une moyenne qui est nulle. Pourquoi justement? C'est pour que ce soit décorrélé pour être sûr que c'est ce que je vais avoir comme formule ici. Bien. De toute façon, ce n'est pas restrictif. Rien ne vous empêche de prendre un signal et de le centrer. Justement, si vous centrez votre signal, vous aurez une moyenne nulle. Si justement, alors regardez maintenant, voilà ce qu'on a fait, l'observation. Qu'est-ce qu'elle contient l'observation? Le CG fœtal, le CG maternel, plus un bruit. On va les afficher. Par la suite, je veux déterminer les coefficients du filtre de Wiener. Comment je dois le faire? Si je rebascule ici, de quoi j'ai besoin? J'ai besoin de connaître cette matrice. Elle est composée de quoi? C'est une matrice de Toeplitz qui est composée de la corrélation de X. Donc, je dois calculer la corrélation de X. Comment on la calcule ce Python? Un Python correlate. Une fois que je l'ai trouvée, je dois faire quoi? Donc, cette matrice, moi, je l'ai appelée B. Je crois que je l'ai appelée C. Toute cette matrice, je l'ai appelée C. Et ce vecteur, je l'ai appelé B. On va vérifier, on va basculer à chaque fois, vérifier si c'est bien ce que j'ai fait. Je voulais faire exactement comme le cours pour que vous voyez si ça marche ou pas. Alors, étape 1, on a fixé l'ordre du filtre. J'ai pris P égale à 10, ça veut dire que ma matrice de Toeplitz, elle va de Rx0 jusqu'à Rx0, mais elle va jusqu'à Rx9. Très bien, ça lui fait 10 éléments. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a quand même vérifié que nos processus sont centrés. Ici, l'observation, j'ai pris observation, je lui ai enlevé le 1000. Ça veut dire que maintenant, elle est centrée. J'ai pris le CG maternel, je lui ai aussi enlevé la moyenne. C'est pour être sûr que la moyenne ici, ce sera 0, que la moyenne ici, ce sera 0. J'ai dit que j'avais besoin de Rx. Comment calculer Rx? Ben, il fallait faire la corrélation. De quoi? On a dit que notre X, c'est l'observation. C'est ça que j'ai appelé X. Mon X ici, ça c'est mon XN. Le CG, c'est mon YN. Et puis le CG plus le bruit, c'est mon bruit. Alors, j'ai calculé la corrélation de Rx. J'ai aussi calculé, j'ai supposé que je ne connaissais pas le bruit. Donc, en fait, j'ai calculé la corrélation de l'ECG maternel sans le bruit. J'ai fait exprès de le calculer sans. C'est pour pouvoir récupérer en me plaçant dans des conditions défavorables. Je suppose maintenant que j'ai une observation, que le bruit, je ne sais pas le récupérer parce que nous, comment on fait pour le CG maternel? En fait, on va mesurer, on place des électrodes sur le ventre de la mère, on place après des électrodes sur le torse de la maman. Comme ça, on peut isoler sur le torse. C'est bon, on peut récupérer le CG de la maman. Et je suppose que le bruit, je l'ai pas. Je me suis placée dans des conditions défavorables. Donc, pour moi, le bruit, je connais que cette partie. Je n'ai pas pris tout le bruit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Rappelez-vous de la fameuse formule. On a dit que RYX, qu'est-ce que c'est? C'est l'observation moins le bruit. Qu'est-ce que j'ai fait? L'observation moins l'autocorrélation du bruit. Mais j'ai pris que le CG de la maman. J'ai supposé que je ne connaissais pas le bruit. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer une matrice de Toeplitz avec ces. Alors, il faut faire appel à cette bibliothèque. C'est l'algèbre, alors elle s'appelle LA pour dire, c'est l'algèbre linéaire qui vous permet donc d'inverser des matrices, de faire des produits matriciels point par point. Donc, la fonction Toeplitz, elle est définie ici. Alors, je vais juste
parcourir ça. Alors, je vais juste descendre un petit peu. Voilà, pas trop. Juste là, je replace ici. Donc, en fait, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va créer une matrice. Si vous mettez Toplitz, il utilise ça, Rx, parce que Rx, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient Rx0, Rx1, Rx2, c'est un vecteur. Et pas que. Il va jusqu'à la dernière valeur que vous lui avez donnée, mais elle contient aussi Rx de moins 1, Rx de moins 2. Et regardez ce que j'ai fait ici. Je lui ai dit, tu prends le nombre d'observations moins 1 et tu vas jusqu'à la fin. C'est pour prendre uniquement la partie positive. Quand vous faites une corrélation, la corrélation de n, elle vous donne 2n moins 1. Le signal contient 2n moins 1. C'est-à-dire, en n-1, ce sera votre centre. Ici, la plus petite valeur, elle se trouve à 0, parce que n'oubliez pas que sous Python, MATLAB, il n'y a pas d'indice négatif. Et la dernière valeur, c'est ici. Et moi, je veux prendre que la partie positive. Pour prendre que la partie positive, je lui ai dit, tu commences à n-1 jusqu'à la fin. C'est ce qui est écrit ici, regardez. L'n observation moins 1, la taille de l'observation. Donc, c'est mon n-1 et les deux points veulent dire jusqu'à la fin. C'est pour prendre uniquement la partie positive. Je n'ai pas besoin de moins 1, moins 2. J'ai besoin de connaître Rx0, 1 jusqu'au dernier élément. Et le dernier élément, c'est n-1. J'ai besoin de connaître juste cela. Ceux-là, je n'ai pas besoin de les connaître. Bien, donc on a calculé donc la matrice de Toplitz. Ensuite, il fallait calculer Ryx. Or, RYX, elle a été calculée ici. J'ai pas besoin, lui, quand il a calculé, il l'a fait pour n valeurs. Moi, j'ai pas besoin des n valeurs. Moi, j'ai besoin d'une matrice qui va de 0 jusqu'à 9. C'est pour ça qu'ici, on lui a indiqué, regardez, ici, on lui a dit P, il va aller de 0, lui, sous Python, quand vous démarrez, il va jamais jusqu'à P. Il va créer une matrice de Toplitz qui contient Rx0, Rx0, et son dernier élément, c'est Rx de P-1. Je n'ai pas besoin de plus, parce que moi, j'ai besoin de P inconnu, et B0, il va aller B1 jusqu'à BP-1. Tout ça, c'est égal à quoi? À RYX de 0 jusqu'au dernier RYX de P-1. Ici, quand je regarde, c'est bien ce que j'ai. Lui, il a calculé toute la corrélation, mais il a créé une matrice de Toplitz de 0 jusqu'à il s'arrête avant, à P-1. Et B, c'est Rx de 0 jusqu'à il s'arrête avant, à P-1. C'est bon. J'ai ça, j'ai ça. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse maintenant? Pour trouver mon inconnu, c'est ça. Qu'est-ce que je dois faire? Il faudrait que je multiplie par l'inverse de cette matrice. J'inverse cette matrice. Et donc, si je multiplie par l'inverse, ça disparaît. Il me reste ça. Et ça, ce sera multiplié par l'inverse. Regardez ce qui est écrit ici. On inverse la matrice C et on fait une multiplication point par point avec la matrice B. Donc, ce qu'il y a là, c'est mon C et ça, c'est mon B. Donc, il suffit d'inverser cette matrice, de la multiplier par ça, point par point, vous allez retrouver B0, B1, BP-1. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a appelé petit b. D'ailleurs, normalement, je n'aurais pas dû utiliser grand B, petit b. Mais ça vous montre aussi que Python fait la différence entre les majuscules et les minuscules. C'est bon. Qu'est-ce que je viens de trouver? B. C'est-à-dire, moi, si je regarde dans B, je dois trouver 10 éléments. Je vais regarder dans B, petit b, c'est-à-dire j'ai trouvé B0, B1 jusqu'à BP-1. Alors, où est-ce qu'il est le petit b? Voilà, il contient 10 éléments. On vient de trouver les coefficients. Je viens de trouver les coefficients de mon filtre, B0 jusqu'à BP. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je rebascule sur le cours. Là, je suis obligée d'effacer. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous, on cherche un filtre. Quel filtre? Je reviens ici. Je cherche quoi? Je cherche le filtre que je vais donc, je vais ici. Donc, je taille, c'est fait. J'ai trouvé le filtre. Donc, maintenant, je peux estimer YN. En faisant quoi? Je dois filtrer le signal X avec les coefficients du filtre. Je rebascule sur Python. Je regarde, est-ce que c'est ce que j'ai fait? Une fois que j'ai trouvé mon filtre, qu'est-ce que je fais? Je filtre avec ce filtre.
Qu'est-ce qu'il vaut ce filtre? C'est les B, c'est un filtre RIF, donc les A, c'est 1, 0. Et qu'est-ce que je dois filtrer? L'observation. Je dois filtrer XN pour trouver YN estimé. On va voir ce que ça donne. Ici, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, en fait, j'ai tracé tous les signaux. J'ai tracé d'abord le CG fœtal, l'observation. Qu'est-ce qu'elle contient l'observation? Le CG fœtal, plus celui de la maman, plus le bruit. Et après, qu'est-ce que j'ai tracé ici? J'ai superposé deux tracés. Le CG fœtal, plus, je lui ai demandé Y que j'ai estimé. Y qui sort, où est-ce qu'il est mon Y? Celui que j'ai obtenu après filtrage de l'observation. Ah, je rappelle, c'est le filtrage de Wiener. Vous filtrez l'observation pour pouvoir estimer le signal qui est noyé dans l'observation. L'observation, elle contient votre signal. Où est-ce qu'il est ici? L'observation, elle contient votre signal. Et vous cherchez un filtre qui vous permet de retrouver votre signal. C'est pour ça qu'on parle des filtres de déconvolution. C'est-à-dire, le CG, l'activité cardiaque, je l'ai perçu à travers le ventre de la maman. Et j'ai perçu en même temps l'activité cardiaque fœtale, l'activité cardiaque de la maman plus le bruit. Et moi, je veux pouvoir, donc ce ventre a agi comme un filtre. Et je veux pouvoir faire l'inverse pour retrouver. On va voir si on retrouve ou pas. On va exécuter notre programme. Alors, s'il veut bien, alors, est-ce qu'elles sont mes figures? Bien. Alors, regardez, ça, c'est le CG de la maman, le CG fœtal. C'est ce que j'ai tracé en premier, ECG. Ça, c'est l'observation. Qu'est-ce qu'elle contient, l'observation? Le CG, donc j'ai appelé FECG, FECG, c'est ce qu'on a écrit, plus MECG, plus du bruit. Mais rappelez-vous que ça, vous l'avez pas. Nous, on a fait une simulation pour voir si on retrouve ou pas. Vous l'avez pas. Vous, voilà. Vous n'avez que l'observation. X1, c'est votre observation. Et vous essayez, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, vous allez mesurer le CG au niveau du torse de la maman et essayer de récupérer. C'est ce que j'ai essayé de faire, sans le bruit. Donc, et voici YN. YN qui est quoi? Une estimée. Je devrais écrire comme ça, FECG. J'aurais dû lire, moi je ne peux pas écrire chapeau sous piton. Voilà ce que j'ai estimé. Et regardez, j'ai superposé. Donc, le bleu, c'est FECG. En bleu, c'est le CG fœtal, original, que je n'ai pas, que je n'avais pas. Je voulais voir si ça marche ou pas. Et on a superposé dessus. Ce que vous voyez en orange, c'est ce qui a été estimé. Et vous regardez, c'est vrai qu'il reste quelques pixels-ci, mais quand je compare le signal qui est en orange à celui qui est en bleu, je m'approche quand même beaucoup de l'ECG de la maman. En fait, ici, l'ECG fœtal. Ici, quand on a travaillé avec le filtre de Wiener, le filtre de Wiener demande à ce que vous supposez que votre signal est stationnaire. Ça veut dire quoi stationnaire? C'est-à-dire que les propriétés ne dépendent pas de l'origine des temps. Si vous prenez ici, regardez, prenez cette partie, elles ne sont pas totalement identiques. D'ailleurs, on va retraiter cet exercice en faisant du filtrage adaptatif. Adaptatif, en fait, les coefficients du filtre, je vais les estimer ici. Je vais avoir des coefficients. Un peu après, je vais en avoir d'autres. Un peu après, je vais les estimer par morceaux qui vont me permettre de mieux suivre le signal. On aura l'occasion de retester ça au moment où on prendra le filtrage adaptatif. Ce que je vous demande à vous maintenant de faire, en fait, c'est de reprendre tout ça. C'est pratiquement du copier-coller, encore une fois. Mais il faut comprendre, pour pouvoir faire un copier-coller intelligent, il faut quand même être en mesure de comprendre toutes les instructions. Donc ici, ce que je vous demande de faire, c'est de prendre la fameuse phrase, vous avez du bruit en attente, vous allez lui rajouter du bruit, comme je viens de le faire ici. Vous allez rajouter du bruit et vous allez essayer d'appliquer le filtrage de Wiener. À vous juste de savoir quelle est l'observation. Forcément, c'est le signal bruité. Le bruit, ce qu'il faut enlever, c'est le bruit. Donc, il y aura juste des modifications à faire à ce niveau. Ça, vous n'en avez plus besoin. Donc, et vous allez voir, je l'ai essayé, ça marche. On arrive à filtrer. Donc, j'entends la phase avec du bruit, on arrive à atténuer le bruit. Voilà pour ce TP. Alors, pardon, je voulais quand même vous montrer quelque chose que j'avais rajouté. Ici, vous pouvez le rajouter. Je crois que je vous demande de le faire d'ailleurs. Si vous mesurez, vous faites juste la FFT
de MECG. Regardez ce que vous trouvez. Et si vous faites le CG du fœtus, voilà ce que vous allez trouver. C'est connu que l'activité cardiaque du fœtus est plus importante que celle de la maman. C'est pour ça que vous avez plus de haute fréquence ici. Et si vous regardez bien ici, le plus gros problème, il est où? Il se situe du fait que le spectre du signal. Donc, parce que ça, pour moi, c'est du bruit, le CG de la maman. Ça, le spectre qu'il occupe est le même, là, parce que je l'ai dessiné de 0 à FE. Donc, le milieu, du 1500, 1250, ça, c'est votre 0. C'est pas vraiment bon. Ça, c'est la partie négative. En fait, non, je dis des bêtises. Ça, c'est de 0 à FE. Arrêtez-vous là et dites-vous que ça, c'est FE sur 2. Il faut juste regarder cette partie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'ici, les deux signaux occupent le même spectre de fréquence. C'est pour ça qu'on fait appel au filtrage de Wiener. Et le bruit dont je vous parlais tout à l'heure, c'est un bruit thermique, qui coexiste avec les électrodes et avec tout équipement électronique. C'est ce bruit qui est rajouté dans leur... D'ailleurs, on le voit. Je vais encore rebasculer sur euh, ici. Si vous regardez bien, en fait, c'est ce que j'ai mis comme, c'est ça. C'est cette partie-là, c'est du bruit. C'est le signal estimé orange. Je n'ai pas enlevé le bruit puisque je n'ai pas considéré que j'avais l'information sur le bruit. J'ai juste essayé de minimiser, regardez, ici. J'ai minimisé l'activité cardiaque maternelle. C'est beaucoup plus petit et on voit, c'est encore une fois rehausser le signal sur bruit. Bon, je considère que l'activité cardiaque maternelle est du bruit et c'est rehaussé. Ce qui est en orange vous permet de mieux voir le CG fœtal et celui de la maman a été beaucoup plus minimisé. Voilà comment, donc là je m'arrête vraiment, comment